Qu'est-ce que le chocolat? C'est d'abord du cacao. Et le cacao pousse sur notre belle terre, petite boule bleue perdue dans cette immensité noire, sur toute la ceinture équatoriale via les deux tropiques, Cancer et Capricorne, c'est-à-dire 20 degrés sud et nord de latitude. Le cacaoyer, qui produit ce fruit qui s'appelle la cabosse, le cacaoyer croît à 4, 12, 36. C'est un constat. 4, c'est, de mon point de vue, 4 chiffres symboliquement très intéressants. 4, c'est la perfection. 12, 2 plus 1, c'est-à-dire la bipolarité, le couple. 1, 3, l'enfant, le bourros, on redonne la vie. Et 36, c'est un chiffre dans toutes les sociétés initiatiques, 6 et 3, 9, très élevé. Donc le cacaoyer, ce n'est pas un hasard. C'est le cacao dont les civilisations précolombiennes étaient quelque chose de sacré. Le cacaoyer donne un fruit, donc je l'ai dit, il s'appelle la cabosse. Cabosse à la tête. La tête, ce sont les Espagnols, les premiers qui ont découvert le cacao. C'est Colomb, Christophe Colomb, le 12 octobre 1492. Mais lui, il ne s'attendait pas à trouver du cacao, il cherchait autre chose. Et il a une réflexion qui est intéressante. D'ailleurs, il a dit, lorsque mes hommes se sont nourris de cela, ils n'ont eu besoin d'aucune autre nourriture durant 24 heures. Alors j'imagine les marins de l'époque, ça devait être des gros balaises, pas des petits gringalets comme moi. Et on connaît maintenant, je sais qu'il y a des pharmaciens ici, un pharmacien, peut-être des médecins, je ne sais pas. On connaît maintenant les valeurs nutritionnelles du cacao, à condition qu'il soit de très bonne qualité. Alors, toute la ceinture équatoriale, y compris les îles, Madagascar, les Caraïbes, enfin tout ça, dans les vins, je ne sais pas combien de cépages, je pense énormément. 10 000. 10 000. Ben dans le chocolat, il n'y a que 3 cépages. Enfin, ce n'est pas des cépages, ce sont des hybrides. Mais c'est le terroir qui va donner la spécificité de chacun de ces chocolats. Et maintenant, on parle en premier cru de plantation, on parle en pure origine. Alors, qu'est-ce qu'un premier cru de plantation? Ben, c'est un cacao qui vient que d'une plantation. Venezuela, par exemple, Soconusco du Venezuela. Le cacao ne vient que de cette plantation. Et les pures origines, on va prendre toujours l'exemple du Venezuela, c'est différents cacaos de différentes plantations. Ça peut être des 3 hybrides, pourquoi pas dans la même plantation, mais à proximité, qui sont assemblés et qui s'appellent pure origine. Alors toute la diversité, je réside, mais je reviendrai un peu sur la transformation, puis peut-être si vous avez des questions, on insistera. Ça, c'est une cabosse d'Indonésie. Vous savez que l'Indonésie produit un excellent cacao, c'est un cacao très acidulé. Moi, je parle de cacao, mais c'est chocolat. Hein. C'est une déformation professionnelle. C'est un cacao, un chocolat un peu acidulé, très fruité. Je ne vais pas m'étendre sur le vocabulaire parce que je n'aime pas attribuer un vocabulaire, puis je n'ai pas votre vocabulaire, les œnologues. Ça, ce sont des cabosses d'Amérique du Sud. Donc, tout à peu près semblable, plus ou moins longue. Hop, on a une qui pond. Et alors, forme ovoïde, l'œuf donne naissance à un produit qui est blanc. Alors, cette cabosse ne peut être ouverte que par la main de l'individu avec un objet très tranchant. Et je vais vous expliquer après la transformation. Et ça, c'est une cabosse d'Afrique. Vous voyez déjà toute la diversité, je prends les extrêmes. Indonésie, Amérique du Sud, Afrique. Il faut savoir que cette cabosse à sécher, elle fait environ 3 cm de plus en longueur comme en épaisseur. Et là, peut-être un peu moins, 1,5 cm. Donc vous vous rendez compte un peu déjà de l'écart. Alors, comment transforme-t-on le chocolat? Puis là, peut-être qu'il faudra beaucoup insister parce que de mon point de vue, c'est là où est toute la spécificité du bon chocolat. Alors, je ne me suis pas présenté, mais depuis 5 ans, j'ai l'honneur de participer dans une commission intitulée Alimentation Santé, présidée par le professeur Cabrol à la Pitié-Salpêtrière. Et il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement, j'ai fait faire une étude par les étudiants sur une année, financée par l'État, par les étudiants en dernière année de pharma de la faculté de Besançon, sur le comportement rhéologique et moléculaire du chocolat. Et j'ai aidé 4 étudiantes pour leur mémoire dans leur doctorat sur le chocolat, dont la dernière, c'était une jurassienne, elle a eu la plus grande mention, voilà. Chocolat et santé, pourquoi s'en priver? Elle a commencé par le chocolat aphrodisiaque, elle a développé 15 pages, recto verso. Alors on va en parler, mais succinctement. Donc, comment transforme-t-on le cacao en chocolat? Alors, je vous ai expliqué, donc cette cabosse renferme à l'intérieur un produit qui est blanc. La fève est blanche, gélatineuse, visqueuse, c'est un blanc laiteux, pratiquement insaisissable. Donc les fèves sont étalées sur clé. Elles sont partiellement séchées par le soleil pour déclencher justement, pour avoir une amorce de fermentation. Ensuite, le terme, c'est le terrage, c'est-à-dire que les fèves sont mises en fermentation dans des grands récipients en bois ou d'autres matériaux, recouverts de feuilles de bananiers ou de végétaux. Et la fermentation peut durer entre 8, 12, parfois 15 jours. Et c'est la teneur en théobromine qui va déclencher l'amertume naturelle. Et vous allez comprendre pourquoi par la suite quand on va lire la composition d'un chocolat lambda, que moi j'appelle surimi de chocolat et non pas chocolat.
Donc la fève est récoltée, elle est séchée partiellement, elle est terrée, elle est fermentée. La fermentation est arrêtée toujours par un étalement sur clé. Et ensuite, la fève est triée, concassée, triée, torréfiée, concassée et broyée. Et là, on arrive peut-être à la phase, pour moi, la plus importante, une des plus importantes dans le chocolat. Une fève, une amande. Dans cette amande, vous avez 3 extractions de matière grasse. La première, pression, comme dans l'huile, s'appelle le pur beurre de cacao, comme son nom l'indique, pur, c'est-à-dire aucun acide gras saturé. La deuxième s'appelle pression. Beurre de cacao, mais en pression. Alors, on ne sait pas. Il y a des acides gras saturés, puisqu'il y a un échauffement de la matière, mais c'est acceptable. Je vais vous expliquer comment on la reconnaît. Et la troisième s'appelle la démucilagénation, c'est-à-dire la dissolution par éther chimique. Et il y a des personnes qui doivent bien le savoir. Et en France, depuis 15 ans, c'est interdit dans le chocolat, enfin dans l'alimentation. Mais ce beurre de cacao obtenu par démucilagénation est utilisé en pharmacologie, en cosmétique, mesdames, les rouges à lèvres. Parfois, si vous avez des maux d'estomac, ça peut peut-être provenir de ça. Puis les suppositoires. Tout suppositoire a du beurre de cacao. Bon, on ne le consomme même pas par le même orifice, mais enfin, voilà. C'est aussi... Alors, comment le reconnaît-on? C'est simple. J'ai amené des tablettes. Moi, elles ont fait le tour du monde. Elles sont un peu usées. Mais je peux vous assurer que le packaging était magnifique. Alors, je lis quand même. Voilà, si tout le monde voit bien. Ici, noir dégustation aux éclats de fèves de cacao, pur chocolat en hollandais. Ça prête à confusion. Même, alors ici, noir dégustation, toujours pur chocolat, 72%. On trouve 72%. Alors, qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans le chocolat? C'est le saccharose. Pourquoi? C'est simple. Bon, j'en prends une des deux, c'est les mêmes, de toute façon. Ingrédients pluriels, je lis. Pâte de cacao, sucre, là, on dit rien à dire. Éclat de fèves de cacao, rien à dire, 10%. Beurre de cacao, on ne sait pas lequel. J'y arrive. Poudre de cacao dégraissée. Alors, les dames se donnent bonne conscience parce qu'elles disent dégraissé. Bon, c'est très bon. Mais c'est le beurre, c'est le tourteau obtenu par dissolution chimique. C'est un vrai poison. Alors, qu'est-ce qui se produit, par exemple, quand je vais m'arrêter un peu là-dessus, quand on fait un chocolat chaud? Alors ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. La caséine, qui est contenue, une des molécules, une des protéines du lait contenues dans le lait, amenée à ébullition, ou la crème, peu importe, toute matière grasse animale, laitière en tout cas, lait de vache, se développe au-dessus de 75 degrés, je crois. Donc nous, pour faire un bon chocolat, il est prouvé sur 100 hépatiques aiguës, c'est-à-dire des gens très malades de la vésicule biliaire, qu'il n'y a aucune réaction si le chocolat le chocolat chaud est fait dans les bonnes conditions. C'est-à-dire, on chauffe le lait aux environs de 70 degrés au doigt. C'est-à-dire, bon, une sensation de chaud, mais sans plus. Et on casse dans ce chocolat du pur beurre de cacao et non pas la poudre de cacao comme la plupart des gens font. Alors, qu'est-ce qui se produit dans cette poudre de cacao? Qu'y a-t-il? Souvent, la fève est brûlée. Donc, c'est une hybride d'un produit mort. Elle est dissoute, toute la matière grasse est dissoute par éther chimique. Donc, par conséquent, il y a des traces de produits chimiques. Et qu'est-ce que va faire la caséine quand on amène le lait à ébullition? La caséine, c'est une colle utilisée dans le bâtiment. Les mamans le savent, les bébés sont décaséinés. Eh bien, cette caséine va chercher toutes les impuretés, les psychostimulants qui deviennent des excitants, comme la théobromine, comme la caféine. Et là, la vésicule biliaire n'accepte pas, et c'est la migraine. Donc, pour éviter cela, il faut chauffer le lait aux environs de 70 degrés. Dedans, vous cassez du pur beurre de cacao, chocolat pur beurre de cacao, ou même à fort pourcentage, mais toujours pur beurre. Moins il y a de sucre, moins vous aurez à mettre de chocolat. Donc, vous ferez une économie. En plus, vous aurez un très bon goût de chocolat. Et là, il n'y a aucune réaction. Prouvé cliniquement, sur 100 hépatiques aiguës, qu'il n'y a aucune réaction. Alors, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce cacao. Alors, on trouve cacao partiellement dégraissé. On trouve comme appellation fortement dégraissé. Ce n'est pas le cas. On trouve le fortement dégraissé dans les chocolats dits à cuire. Les chocolats, vous savez, pour la pâtisserie. N'utilisez jamais ça. Le pur beurre de cacao fond à 29, 28, 29 degrés. La bouche est à 31, sauf le dessous de la langue. Donc toute matière grasse qui transite au-dessus, en point de fusion supérieur à cette température, c'est-à-dire 31 degrés, peut être résiduelle dans le corps. Et je répète bêtement ce que j'ai entendu dans la dernière commission avec le professeur Cabrol, déclenche à moyen, court terme sur les individus des maladies cardiovasculaires graves. C'est pour ça, je crois, dans peu de temps, la graisse, je vais venir, certaines graisses végétales vont être interdites en France. Alors, poudre de cacao dégraissée, fortement dégraissée, partiellement dégraissée, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose, donc peut-être prudent dans l'appellation, mais ce n'est pas fini. Puis après, je laisserai la parole à mon ami. Arôme vanilline. Alors, vous savez ce qu'est la vanilline, c'est l'imitation en goût de la vanille de Tahiti par un procédé chimique. Je crois que c'est la pourriture d'un bois exotique, il me semble. C'est ça.
Synthèse, c'est ça. Alors là, j'y viens. Traces éventuelles de gluten, de soja, de protéines, de noisettes et d'autres types de noix, etc. Alors moi, je suis intervenu au Parlement européen au moment à l'Europe des 15, lorsque cette loi de substitution d'une partie du beurre de cacao en remplacement d'autres graisses végétales devait être votée. Bon, il y a eu des distensions, finalement c'était voté. Alors, la législation européenne autorise la substitution de 5 à 17% de beurre de cacao, pas pur, hein, en remplacement d'huile de palme, beurre de karité, arachide, puis 2 autres matières grasses qui ont toutes des points de fusion à 33 degrés, c'est-à-dire qu'ils ne transitent pas dans la bouche et là qui sont très dangereuses pour le corps. Donc par conséquent, toute tablette comportant traces éventuelles de gluten, de ceci, d'autres types de noix, c'est là où il faut se méfier. Traces éventuelles de protéines, ça peut arriver que dans la machine, il y ait des traces éventuelles. Mais d'autres types de noix, ça signifie carrément qu'il y a, surtout dans ce type où c'est marqué cacao dégraissé. Et c'est là qu'on va connaître justement le type de beurre de cacao. On sait très bien que là, c'est un beurre de cacao de dissolution chimique, hein, qu'on appelle de démucilagénation. Donc, prudence sur l'étiquetage. À partir du moment où on n'avait pas la mention pur beurre de cacao, même si c'est bio, hein, ça ne veut rien dire bio. Tous les cacaos, tout cacaoyer est traité sur pied, sinon il meurt. Quel que soit le continent, tous les cacaoyers sont traités. D'ailleurs, ils sont tous victimes d'une pseudo-maladie qui s'appelle, communément, le balai de la sorcière. C'est-à-dire que la fève pourrit à l'intérieur de la cabosse, donc on ne voit pas. Donc par conséquent, le cacaoyer est traité. Alors qu'est-ce qui se passe aussi pour soi-disant des cacao bio, quand ce n'est pas pur beurre? La fève est stockée dans des sacs de toile de jute, comme ceci. C'est des sacs de 50 kilos, c'est mis en gare, et puis là, pour pas que les petites bêtes viennent se nourrir, là, c'est traité. Là, bon évidemment, quand c'est beurre de cacao et qu'il n'y a pas la mention bio, ça a été traité, tout simplement. Voilà. Donc le bio, pour moi, en chocolat, ça ne veut rien dire. Le meilleur garant de la qualité, c'est pur beurre de cacao. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il y a beaucoup à dire sur le chocolat, mais je pense que on va peut-être passer aux choses sérieuses, voilà, c'est ça.